Bonjour, vous êtes bien sur Croisée des chemins. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter une capsule un petit peu différente, un petit peu particulière, où je donne un petit peu plus mon avis et je vous demande le vôtre. Est-ce que vous vous rappelez de l'expérience de H? Pour rappel, nous sommes en 1951 dans le laboratoire du professeur de psychologie Salomon Asch, qui donnera d'ailleurs son nom à cette expérience désormais célèbre appelée l'expérience de H. Donc le professeur H demande à un groupe d'étudiants d'effectuer un test de vision simple. Mais ces étudiants sont en fait complices de l'expérience, tous sauf un qui sert de cobaye. Voilà l'hypothèse de départ de cette expérience. Un individu, donc selon cette expérience, est susceptible de faire sien un jugement qu'il sait pourtant contraire au bon sens, à la réalité, et qui plus est, ce qui est quand même le plus intéressant, c'est que cela se produit sans que quiconque n'ait à délivrer la moindre récompense ou punition pour cela. Donc la situation est simple et ne présente aucune ambiguïté. Tous les sujets sont capables de fournir la réponse exacte. En effet, les sujets devraient dire quelle baguette est équivalente à la baguette de présentation. Les erreurs doivent être minimes, inexistantes ou marginales. Mais le sujet va devoir donner sa réponse oralement après 7 à 9 compères qui fournissent de mauvaises réponses. Les 7 sujets sont de mèche avec l'expérimentateur. Ils vont fournir 12 fois sur 18 des évaluations de longueur erronées. Le sujet naïf, c'est-à-dire celui qui n'est pas du tout au courant de ce qui se passe, pense participer à un exercice de discrimination visuelle. Il donnera toujours sa réponse en avant-dernière position. Voyant que tous ses camarades sont d'accord et que le professeur semble satisfait de leur réponse, l'élève cobaye se met à douter de ce qu'il voit et à douter de lui-même. Les résultats de cette expérience sont les suivants. Les sujets naïfs, donc influencés par les compères, vont donner en moyenne 50% de réponses erronées. Et pour pouvoir comparer, l'expérimentateur avait constitué ce qu'il appelle un groupe contrôle qui ne comportait pas de sujet compère. Dans cette situation, les erreurs sont effectivement marginales avec 2 sujets sur 37 qui montraient 1 ou 2 erreurs sur les 18 évaluations. Nous voyons ici que le processus de conformité est mis à jour. Dans cette expérience, on en déduit plusieurs conclusions. La première, c'est l'influence informationnelle qui est induite par l'importance numérique de la majorité et l'unanimité de la majorité ou ce qu'on appelle le consensus de la majorité. Et enfin, la dépendance au groupe, la dépendance normative au groupe, dans la mesure où le maintien réel ou symbolique dans le groupe est subordonné à l'adhésion aux normes, aux règles de ce groupe. Et cette expérience est souvent présentée comme une preuve que l'être humain est conformiste. Il préfère donner une réponse fausse dans le seul but de faire comme tout le monde. L'expérience montre que nous avons peur consciemment ou inconsciemment d'être rejetés du groupe et que nous ne faisons pas assez confiance à nos sens et perceptions, même lorsqu'ils se conforment pourtant à une réalité objective. Alors bien évidemment, l'homme est un être social et ce n'est pas un mal de vouloir appartenir à un groupe. La seule question qui se pose est de savoir jusqu'où est-on prêt à aller pour rester dans ce groupe. Mentir, trahir, blesser. Nous partons du principe que nous voyons, nous entendons certaines choses et que nous sommes capables par nous-mêmes de les analyser, d'en tirer nos propres conclusions. En réalité, nous avons aussi besoin constamment des autres pour vérifier que nos perceptions sont bien correctes. Il arrive souvent que nous doutions de ce que nous voyons ou de faits réels. Nos cerveaux fonctionnent en réseau. À l'échelle de tout un pays, de toute une civilisation, les gens peuvent donc partager un grand nombre de pensées, points de vue, qui vont leur permettre de vivre ensemble. Ils sont d'accord sur l'essentiel. L'essentiel est généralement basé sur des valeurs, des principes universels de distinction du bien, du mal, du vrai, du faux, et qui sont le fondement de notre consensus. La morale étant la toile de fond qui sous-tend nos actions et nos pensées, et qui tient ses origines dans la religion judéo-chrétienne. Donc ce système de consensus est très important pour maintenir la paix dans la société
et dans les familles. Le consensus est souvent obtenu par des échanges libres et des confrontations d'idées de points de vue différents qui nous permettent d'évaluer ou de se remettre en question. Nous avons vu aussi que l'homme tient viscéralement à ce consensus et à faire partie du groupe. Pourtant, et depuis quelques mois, j'ai vu le monde et les gens changer plus vite qu'au cours de toute ma vie. Pour cela, 2 ingrédients étaient nécessaires, et même indispensables et interdépendants, j'allais dire. La sensation d'urgence absolue. La peur d'un danger imminent, fictif ou avéré. Et le résultat, c'est que nous n'avons plus le temps. Nous ne prenons plus le temps de discuter, d'échanger, de réfléchir, de remettre en question, de douter, d'évaluer, de tester, d'interroger. Tout va très vite, trop vite. Les idées n'ont juste plus le temps de se sédimenter. Le consensus social, nécessaire à la stabilité de la société et à une certaine compréhension et même convivialité entre les gens, n'a plus le temps de s'établir. Peut-être observez-vous ce phénomène autour de vous. Prenez n'importe quel sujet. L'élection américaine, mon préféré. Trump, Biden, le Covid, le confinement, les masques, le vaccin, la chloroquine, le couvre-feu, le Brexit. Vous êtes très très vite considéré comme un traître, un irresponsable, un danger public, non mieux un conspirationniste par les 2 camps si vous remettez en question un avis. Des personnes charmantes avec qui vous pouviez échanger librement auparavant ne peuvent plus écouter respectueusement les avis des autres. Toute tentative de parler, réfléchir, discuter décuple leur colère. Ils trouvent même intolérable que quelqu'un songe à les contredire. Toute notion de courtoisie, de décence, de respect, de bienveillance, d'amitié, de raison, de précaution ont disparu. On n'a même plus le droit de dire « Ouh là là, j'ai des doutes » ou « Oh, j'en sais rien » ou encore pire « Je m'en fiche ». Nous nous sommes donc lancés dans une expérience sociale à l'échelle de l'humanité dont nous ne maîtrisons absolument pas la portée, dont personne ne mesure les conséquences et même à vrai dire, dont très peu de personnes ont même conscience. Et bien loin de progresser vers un consensus, on constate au contraire une radicalisation des positions, provoquant des ruptures de confiance, la destruction de liens sociaux ancestraux, avec des conséquences que plus personne ne peut imaginer ou encore moins contrôler. Alors où va-t-on ? Si nous continuons comme ça, quelle est la prochaine étape ? Le consensus, on l'a vu, est nécessaire. Pour créer un consensus, que faudra-t-il faire ? Jusqu'où faudra-t-il aller ? Étouffer les voix dissonantes ou différentes de la masse bien pensante ? Pour ma part, je pense qu'il est urgent de ralentir, de se poser, de réfléchir avec raison et rationalité, sans suivre cette frénésie du tout catastrophe qui annihile notre faculté à raisonner, dépassionner les débats, revenir aux faits et non aux émotions. Récemment, j'ai vu que des journaux français faisaient appel aux lecteurs pour dénoncer des proches qui adhéreraient à des thèses conspirationnistes ou des thèses de complot, car cela aurait souvent des conséquences lourdes pour l'entourage. Sérieusement ? Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée en Chine. Monsieur Zhang, il s'agit d'un pseudonyme, était professeur d'anglais dans un lycée dans les années 1960. 20 ans auparavant, il avait travaillé comme interprète pour les officiers de liaison américaine en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui et sa femme étaient issus de familles riches. Après l'arrivée au pouvoir du PCC, du Parti communiste chinois, ils ont mené une vie simple et discrète afin d'éviter les ennuis qui pourraient survenir en raison de leurs antécédents familiaux et de l'ancien travail de M. Zhang avec les Américains. En 1966, la révolution culturelle a commencé en Chine. Les jeunes étaient encouragés à dénoncer, à accuser, voire à tabasser leurs parents pour prouver leur dévouement révolutionnaire et rompre tout lien avec le milieu familial défavorable. Ceux qui le faisaient étaient considérés comme de véritables héros. La famille adolescente de M. Zhang, qui s'appelle Mademoiselle Ling, a affiché un panneau accusant ses parents de danser la valse et d'avoir des pensées capitalistes. Cela a déclenché une campagne féroce contre son père. On voyait partout des affiches qui l'attaquaient, le traitaient de monstre. Devant des rassemblements de masse, on lui a rasé la moitié de ses cheveux. On lui a accroché au cou
une grande et lourde planche avec son nom barré à l'encre rouge et on l'a battu, on l'a maudit et on lui a craché dessus. En conséquence, le fils de M. Zhang a perdu la raison et toute la famille a énormément souffert. La fille, Mme Ling, a survécu et a vécu sa vie dans une immense culpabilité. Il y a 2 ans, juste avant sa mort, elle était atteinte d'un cancer, ses parents sont venus pour lui rendre visite. Pourtant, elle a fait semblant de dormir à l'hôpital et a gardé les yeux fermés, car elle n'osait même pas les regarder. Ce n'est qu'une des millions d'histoires très tristes qui se sont déroulées en Chine. Des familles déchirées, des amis trahissant les amis, des enseignants battus à mort par les élèves. Cela ne s'est pas produit seulement en Chine, mais dans tous les pays communistes. Aujourd'hui, quelque chose de similaire s'est produit aussi aux États-Unis. Peut-être en avez-vous entendu parler, Helena Duck, une jeune fille de 18 ans du Massachusetts, a publiquement ridiculisé sa mère en partageant une vidéo de cette dernière prise lors des événements survenus au Capitole de Washington le 6 janvier. Son post est devenu viral, ce qui a fait perdre l'emploi à sa mère. Entre-temps, Helena est devenue une héroïne et a récolté plus de 73 000 $ lorsqu'elle s'est tournée vers la plateforme GoFundMe pour demander des dons pour ses études universitaires. En fait, Helena n'est pas la seule. Selon les médias, après les événements du Capitole du 6 janvier, le FBI a reçu plus de 100 000 tuyaux sur les participants. La plupart de ces tuyaux provenaient d'amis et ou de membres de la famille. Si on parcourt le compte Twitter d'Helena ou sa page GoFundMe, on y trouve de nombreux commentaires tels que « Nous sommes fiers de toi »,« Tu as fait le bon choix »,« Courage », etc. Les liens familiaux sont les plus précieux. Ils sont au-delà des affiliations politiques. Et aucune société normale ne glorifie des dénonciations de membres de sa propre famille. Voilà, Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker ou encore de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à très vite.